c'est chiant ça. Bonjour, c'est donc KS ou Aquilex Machina ou encore AEM de l'atelier et je fais cette vidéo en partie pour essayer de présenter le genre de format qu'on pourrait faire sur la chaîne de l'atelier. Dans cette vidéo, je vais voir ce qu'est la synthèse en Dairic. Ça permettra de montrer un exemple de comment montrer un point de grammaire dans une langue. L'idée ici, c'est que je vais faire une présentation normale, mais sous une vidéo. Donc, il n'y aura pas besoin de savoir quoi que ce soit sur le Dairic pour comprendre comment fonctionne ce que je vais raconter, puisque je vais tout rappeler. Il y a besoin d'avoir absolument aucune base. Donc, dans un premier lieu, il va falloir revoir justement quelques mots de vocabulaire pour comprendre de quoi je parle. Ensuite, je vais rentrer dans le vif du sujet, et puis je verrai les quelques petites choses que je n'ai pas pu voir dans la vidéo pour qu'elle ne dure pas 4 heures. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est l'oiseau d'or? Alors la plupart d'entre vous le sauront, mais on va quand même y aller. On va commencer par revoir les quelques points de vocabulaire nécessaires pour comprendre de quoi je vais parler par la suite. Une expression en Dairic, c'est tout simplement la phrase ou un groupe de phrases qu'on va dire pour exprimer quelque chose. C'est pas forcément uniquement la phrase, puisque sinon je dirais simplement une phrase, mais ça peut être tout ce qui va autour, donc ça peut comprendre d'autres morceaux de phrases qu'il y a eu avant, ça peut comprendre des gestes, ça peut comprendre tout ce qu'il y a dans le vocabulaire au final, qui permet en fait de compléter l'expression même. Le fait, c'est ce qui va être exprimé dans l'expression. Donc là, pour le coup, ça va être réellement ce dont on parle, sachant qu'une expression peut exprimer plusieurs faits. Dans cette vidéo, je vais en parler un tout petit peu, si je fais d'autres vidéos, j'en parlerai encore plus. On va souvent parler de faible et fort en Dairic. Alors quelque chose de faible, c'est un élément dont le comportement est prévisible, alors que quelque chose de fort, le comportement, lui, sera imprévisible. Quelque chose d'assez important, puisqu'on retrouve ça dans énormément de choses en Dairic. Du coup, qu'est-ce que c'est l'oiseau d'or? L'oiseau d'or, c'est concrètement la structure principale d'une expression en Dairic. On peut voir ça au final comme la syntaxe. Et on va généralement la décrire sous la forme CCOR. CCCOR. Donc, on a 3 C. On a d'abord le contexte, c'est donc le contexte du fait, la cible du fait, et le cœur du fait. Pas très compliqué. Ensuite, on a l'objectif, donc là, c'est pourquoi est-ce qu'on exprime ce qu'on est en train d'exprimer, c'est donc l'objectif de l'expression. Et ensuite, on a la réaction. Donc, on a la réaction de l'environnement à l'expression. Donc ça, c'est la réaction faible. Faible parce que c'est ce qui est censé être la réaction. Ou alors la réaction au fait. Et donc là, on parle de réaction forte parce que c'est pas censé être ce qu'exprime la réaction. Du coup, c'est imprévisible comme comportement. Du coup, qu'est-ce que c'est la synthèse? Il faut savoir que la synthèse, elle existe pour une bonne raison, c'est que la structure que j'ai décrite juste avant, elle a des défauts. La première, c'est qu'on ne peut pas vraiment définir d'éléments complexes dans cette structure, puisqu'on a uniquement au maximum 6 mots qui vont suivre les uns derrière les autres. On peut difficilement établir un lien entre deux expressions, il n'y a pas de partie là-dedans qui permet au final d'avoir un connecteur logique entre deux expressions. Et on a un seul fait par expression. Je l'ai dit avant qu'il pouvait y avoir plusieurs faits exprimés dans une expression, mais finalement, si on regarde la syntaxe que je viens de donner là, ça n'a pas l'air d'être possible. Et ensuite, il y a une confusion possible entre la cible et le contexte, parce qu'en fait, les deux seuls éléments dans la syntaxe décrite juste avant, qui sont totalement obligatoires dans une phrase, c'est le cœur et l'objectif. Tout le reste, c'est optionnel. Du coup, si on retire le contexte et qu'on n'a que la cible, ça pose pas trop de problème. Par contre, si on retire la cible et qu'on a un contexte, le contexte se retrouve à la place que devrait avoir la cible, et ça peut parfois poser problème. Du coup, c'est pas évident. La solution à ça, c'est la synthèse. Donc la synthèse, comme c'est très bien marqué ici, ça consiste en la modification par un élément particulier de l'oiseau d'or. C'est-à-dire qu'on va avoir un mot qui va tout simplement venir modifier la syntaxe de la phrase. Cet élément-là, ce sera appelé un synthétiseur. Donc on va beaucoup utiliser le mot synthétiseur par la suite. Alors, on va voir les différents types de synthèse et on va voir qu'il y en a un petit paquet quand même. D'ailleurs, on ne les verra pas tous, parce que sinon ce serait trop long, mais on va voir les principaux et les plus importants. Le premier type de synthèse qu'il faut voir, c'est la synthèse introductive. Donc c'est la synthèse, on va dire, la plus logique et la plus instinctive. On a tout simplement un synthétiseur qui introduit un autre élément.
C'est un peu, ça pourrait être les prépositions, par exemple en français. Donc du coup, on retrouve plusieurs caractéristiques. La première, c'est que ça va souvent servir à introduire le contexte, ce qui va permettre en partie du coup de différencier la cible et le contexte. Ça va avoir deux formes différentes principales, et c'est la syntaxe la plus courante. Donc c'est la plus importante à maîtriser au début. Donc les deux formes dont je viens de parler, on a d'abord la post-synthèse. Donc c'est un terme, enfin au final c'est très simple, hein. Ça veut juste dire que le synthétiseur, donc l'élément qui va introduire l'autre élément, se situe après l'élément qu'il introduit. Donc on a un exemple juste ici. Donc on a mis comme post-synthétiseur celui du temps, donc qui va introduire un élément temporel, ici ni, et on a comme vocabulaire ici sari, qui est donc avoir peur. Donc si on dit sari ni, donc le ni se trouve bien après sari, d'où le post-synthétiseur, ça va vouloir dire quand j'ai peur. Enfin, ici j'ai peur, en l'occurrence le je est sous-entendu. Et donc à l'opposé de ça, on a la pré-synthèse, qui va donc fonctionner de manière totalement opposée, en ayant le synthétiseur avant l'élément qu'il introduit. Donc ici par exemple on a le pré-synthétiseur de la cause, node. Ça d'ailleurs ça devrait être mode, il y a une erreur dedans, c'est pas grave. Donc ça devrait être mode sari, parce que j'ai peur, la cause pour laquelle j'ai peur. Ensuite, la synthèse marienne. Donc la synthèse marienne, c'est la deuxième plus importante des types de synthèse. C'est vraiment, c'est la plus récente au niveau historique dans la diégèse, mais ça reste celle qu'on va retrouver le plus souvent. Donc concrètement, son fonctionnement est très simple. C'est simplement un synthétiseur qui va se trouver au milieu de deux autres éléments et qui va former un groupe. Le groupe formé par ces trois éléments, du coup, celui qui se situe avant, celui qui se situe après et le synthétiseur, ça va former un bloc qui va être comme un seul terme au final dans la phrase. Donc la synthèse marienne, du coup, elle va permettre de définir des éléments complexes, dans le sens où c'est pas des éléments uniques, c'est un élément composé de trois termes, en l'occurrence. Et ça va être la base pour de très nombreux points de grammaire en dérique que je ne vais pas décrire, hein, mais vous les aurez peut-être déjà entendus, surtout l'hyperdynamisme. Et du coup, c'est le type de syntaxe, comme je disais, le plus récent, et j'aurais presque tendance à dire le plus important, puisqu'au final, la synthèse introductive, elle a beau être plus courante, elle est aussi beaucoup plus simple. Alors, la synthèse marienne, ça va créer ce qu'on appelle des formes mariennes. Donc une forme marienne, c'est tout simplement n'importe quel élément qui a été formé à partir de la synthèse marienne. C'est-à-dire le groupe dont je parlais avant, avec deux éléments autour d'un synthétiseur marien. Donc, les formes mariennes, elles ont plusieurs caractéristiques. Elles permettent de cumuler des synthèses mariennes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir cumuler les synthétiseurs au milieu, on va pouvoir rajouter plusieurs synthétiseurs mariens à la suite, entre les deux autres termes, pour cumuler leur sens au final. C'est difficile de trouver des exemples, donc je vous en ai pas mis. C'est très courant, mais c'est très contextuel. Il faudrait que je sorte un vrai texte pour vous montrer ça, et ce ne serait pas très intéressant. Comme je l'ai dit, l'objectif c'est qu'on reste aussi théorique que possible. Ça peut être utilisé comme n'importe quel élément. Donc il faut pas voir ça comme quelque chose de différent par rapport à un nom, qu'est-ce que je veux dire, un mot quelconque. Ça reste, il faut vraiment imaginer ça comme un nouveau mot, et il a toutes les caractéristiques qu'aurait un mot quelconque dans le plumage, si je puis dire. Elle est représentée par son synthétiseur. Alors ça c'est très important et je vais le montrer dans l'exemple juste après, donc je reviens dessus juste après. Ça peut être prolongé grâce à un synthétiseur marien qui s'appelle A, et donc le A il permet donc de reprendre le même sens que le synthétiseur qu'il y avait avant pour ne pas avoir à le répéter. Donc c'est juste, par exemple, si en français vous disiez et, là vous diriez et, a. Alors, donc ici j'ai mis un petit exemple, donc Bab, ta Bub. Bab c'est la mère et Bub c'est le père. Ce que j'ai inversé en français, je ne sais pas pourquoi. Et donc ski c'est la beauté. Donc si on a envie de dire que le père et la mère sont beaux, on va pas dire skibab ta skibab, on va pas non plus dire skibab ta bub. Ce serait pas logique en fait de le mettre que sur un des deux. Ce serait pas non plus logique de le mettre sur les deux, ça ferait une répétition. Et donc comme j'ai dit avant, le groupe il est représenté par son synthétiseur. Donc au final c'est comme si le synthétiseur c'était le mot dont on parle et que les deux autres c'était juste des mots qui se baladent à côté. Donc on va mettre ski sur le ta, donc sur le et
et donc ça va bien décrire à la fois la mère et le père. Ensuite, on a la synthèse marquée. Alors la synthèse marquée, elle est un petit peu différente des autres synthèses dans le sens où elle ne va pas forcément modifier en fait la structure de la phrase. Elle la modifie seulement dans le sens où, vu qu'elle va être collée à un autre mot, elle ne va pas générer un nouvel élément dans la phrase. Elle ne va pas prendre la place d'un des 6 éléments. Ça ne va pas être le contexte ou la cible ou le cœur. Ça va vraiment faire partie d'un autre mot. Donc, comme je l'ai dit, ça va se coller à un autre mot, donc soit en suffixe, soit en préfixe. Euh, et du coup, là, j'ai marqué ici que c'était abrégé marque S. Concrètement, ça s'utilise jamais parce je verrai après pourquoi. Donc, la synthèse marquée, elle permet de préciser des éléments. Donc, plus précisément, comme c'est mis ici, par exemple, elle permet de créer des temps. Donc, ça, c'est très important. Tous les temps en dérique, ce sont des marques. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de grammaire pour les temps. C'est juste des marques. Ça comprend les pronoms. Les pronoms également sont des marques. Donc en fait, c'est pas réellement des pronoms si on veut, c'est simplement une précision qu'on apporte à un mot. Et c'est la syntaxe la plus ancienne. Donc du coup, les marques, un peu comme pour la synthèse introductive, on retrouve les post et les prémarques. Donc tout simplement, une postmarque, c'est une marque en suffixe, et une prémarque, c'est une marque en préfixe. Alors, elles peuvent être fortes ou faibles, donc c'est pour ça qu'il fallait voir ce que c'était fort ou faible plus tôt. Et elles ne peuvent pas être, elles peuvent ne pas être utilisées comme synthétiseurs. Alors ça, c'est très important. C'est pas forcément très courant chez les synthétiseurs, mais les marques, elles peuvent être utilisées toutes seules. Elles peuvent servir comme un mot à part entière. Donc, faut pas s'étonner si pas, par exemple, qui veut dire le passé, se retrouve tout seul sans un mot avec lui. Et ça peut préciser une autre marque. Donc, des marques peuvent se compléter elles-mêmes et ça peut aller très très loin avec ça. Ensuite, la synthèse filienne. Alors la synthèse filienne, c'est assez récent aussi. Et concrètement, en général, quand je parle des mots filiens, j'en parle pas comme de synthétiseurs, parce que ça complique la chose, mais ce sont bel et bien des synthétiseurs. Donc, on appelle les synthétiseurs de la synthèse filienne des descripteurs. Donc, c'est ce que vous pourrez voir comme des adjectifs au final, ou des adverbes. Donc, c'est vraiment des choses qui ont pour but de décrire. Alors, un descripteur, ça peut être de nombreuses formes. Je ne vais pas toutes les voir ici parce que quand je dis nombreuses, elles sont vraiment nombreuses. D'ailleurs, je ne suis pas capable de dire de tête combien il y en a. Ils peuvent être directs ou indirects. Alors ça, je vais voir après ce que j'entends par direct ou indirect. Et ils peuvent porter sur un élément. C'est marqué en, mais c'est bien un. Ou sur toute l'expression. Alors, prenons l'aka, par exemple, qui est donc le thème de l'amour. En retirant le A, on va pouvoir transformer, on va pouvoir donner les différentes formes descriptives qu'ils peuvent avoir. Donc la forme de base, elle est indirecte et elle est en I, donc ça va donner l'inqui, c'est la description la plus simple. Après, on a les formes comparatives, donc l'acquit ou l'accote pour plus ou moins. Et donc ces formes-là sont indirectes, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner la direction de la comparaison ou de la description, elle est sous-entendue. On part du principe que le locuteur va être capable de comprendre de quoi il parle. Et par contre, on a la possibilité de le faire. Donc, en rajoutant un O, donc à la forme simple, donc ça va donner ios, itohos, itos, itahas pour les comparatifs et la maîtrise. La maîtrise, c'est une sorte de comparatif qui permet de se définir comme étant meilleur par rapport aux autres. C'est un cas un peu particulier. Je ne vais pas m'attarder dessus, c'est pas le sujet du jour. Donc, comment on s'en sert? Alors, le O, en fait, c'est l'équivalent d'un A dans les formes mathématiques. Alors, il faut regarder les déclinantes numériques qu'on a en dessous. Donc ça va être un petit peu compliqué. Donc, celle que j'ai mis entre crochets, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'au 9. On pourrait faire pareil, pour ceux qui le savent, il y a la base 12 et la base 18 qui existent en déric. Je choisis en général la base 10 parce que c'est la plus courante pour cet usage-là. Donc du coup, s'il y a juste O, on peut considérer que c'est A. Sinon, ce serait Po, Ko, To, Eo, Fo, Go, Sho, Io, par rapport à ce qui est mis entre crochets. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que là, ça va permettre de pointer, si on veut, vers un élément qui a été avant énoncé dans l'expression ou dans une expression qu'il y a eu avant. Donc si on laisse O, c'est le premier élément qu'on trouve. Si c'est Po, ça va être le deuxième, Ko, le troisième, To, le quatrième, etc.
Bon, sachant que quand on arrive à 18, on ne sait plus vraiment de quel élément on parle. Moi, j'ai pas une mémoire pareille. Pour la comparaison, on peut pointer deux éléments. Donc, on va d'abord pointer euh, l'objet de la comparaison. Donc, par rapport à quoi on va se comparer. Par exemple, on pourrait dire je suis plus fort que toi, mais on peut aussi dire je suis plus fort que toi à ce jeu, comme dans l'exemple. Et donc là, on se compare par rapport au jeu. Donc là, en l'occurrence, on va vouloir pointer le jeu. Et la cible de la comparaison qui est toi. Je me permets de revenir à la slide d'avant. On remarque qu'il y a la forme itoros et itos. Donc dans la forme itos, en fait, la deuxième voyelle, qui permet donc de définir la cible de la comparaison, elle a juste disparu. Parce que la plupart du temps, la cible de la comparaison, c'est aussi la cible dans la syntaxe de l'oiseau d'or. Du coup, dans ce cas-là, ça sert à rien de repréciser où est la cible puisqu'on l'a déjà. Du coup, j'ai traduit juste en dessous la phrase, donc ça donne idme. Donc idme, c'est ce jeu. Ti, toi. I afit poros a. Donc le a, c'est l'objectif. On s'en occupe pas. Par contre, donc dans afit poros, on a bien po pour la première au lieu d'avoir toros seulement. Donc le po, c'est le deuxième élément en arrière. Donc c'est pas ti, c'est idme. Donc on fait bien référence à ce jeu. C'est bien ce jeu qui est l'objet de la comparaison. Et hos, j'ai juste laissé o, donc ça va être le premier, c'est-à-dire ti. Donc c'est bien ti, l'objet de la comparaison. Il y a de bonnes chances que vous n'ayez pas bien compris parce que je l'explique pas forcément très bien, mais ça n'a aucune sorte d'importance et c'est assez peu utilisé. Simplement, la politique du Dairic, c'est toujours de dire on se sert de rien, mais on peut toujours trouver un outil pour faire ce qu'on a envie de faire. Alors, les DAR. Donc, les DAR, ou descripteurs adhérents relatifs, donc là, ce sont des mots adhérents. Alors, les mots adhérents, c'est en rapport avec la diégèse, faut pas s'en occuper, c'est juste une classe de mots qui sont quasiment tous des synthétiseurs. Donc, le principe des DAR, c'est qu'on va pouvoir ajouter une des déclinantes numériques, donc celle que j'ai vue juste avant, pour en fait préciser la valeur de leur description. Donc en général, ça va être des choses comme la fréquence, la quantité, la probabilité, ces choses-là. Donc là, par exemple, j'ai donné l'exemple avec celui de la fréquence, donc hie, et donc on peut imaginer les traductions que j'ai mis là, donc hies avec z, c'est la déclinante du 0, donc jamais, fréquence 0, jamais. P, c'est le 2, donc hiep, rarement. Ch pour 8, hiesh, souvent, parce que c'est très proche de la fin. Le L, c'est la déclinante de l'infini, donc hiel, ça va donner tout le temps. Et puis après, on peut en imaginer beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est à titre indicatif de... On va dire que c'est possible que ça donne ces traductions-là. En général, ça va dépendre également de la personne qui le dit et de la situation. C'est assez difficile en déirique de donner une traduction correcte d'un mot. Donc c'est tout pour les synthèses, on va dire, les plus communes que je viens d'exprimer là. Donc maintenant, on va passer aux autres synthèses. Je vous rassure, ça va aller très vite. Il y en a pas forcément énormément, mais il y en a quand même quelques autres. Elles sont pas très importantes à voir dans le sens où elles sont beaucoup moins courantes que celles que j'ai mis là, beaucoup moins utilisées surtout. Il y en a beaucoup qui font appel à l'accentuation, et là il me faudra une journée entière pour vous parler de ça. Donc je vais surtout parler des autres synthétiseurs au final. Donc quel type de synthétiseur on a? C'est surtout ça qu'il faut voir. On a deux types de synthétiseurs qui ne vont quasiment jamais rentrer dans les cases, dans les types de synthèse qu'on a vu au-dessus. Donc les synthétiseurs purs, ben, ils peuvent tout simplement pas rentrer dans les cases dans les types de synthèse que j'ai exprimés avant, puisque la définition même d'un synthétiseur pur, c'est que ça n'appartient à aucun type de synthèse. Il y a donc son mode de fonctionnement à lui et aucun autre. Il n'y a aucun autre synthétiseur qui va avoir le même fonctionnement. C'est vraiment le sien. Et ensuite, il y a les super synthétiseurs. Alors, en général, les synthétiseurs purs sont très souvent des super synthétiseurs. Les super synthétiseurs peuvent former plusieurs types de synthèses différentes. Ça peut être donc des synthèses pures, comme des synthèses de groupe. Par exemple, Mi, il a sa propre synthèse, qui est donc pure, mais il est également capable de former une synthèse de type Marienne. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais voir. Je vous remercie pour votre attention, et puis ben, j'espère que ça vous intéressera de voir le genre de vidéo qu'on peut faire.